Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. C'est Alexandre Rambaud, maître de conférence, co-directeur de la chaire comptabilité écologique d'AgroParisTech, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour comprendre comment la comptabilité peut aider à repenser la relation entre l'économie et la nature. Auparavant, je reçois Laurence Suprano, qui est la présidente d'Axis, cabinet de conseil pour la transformation durable. On verra si sobriété et intelligence artificielle sont compatibles. Dans notre débat, on va parler de rénovation énergétique, des dispositifs d'aide, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Est-ce qu'ils sont, ces dispositifs, à la hauteur des enjeux du secteur du bâtiment? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Nessens et ses boissons artisanales, naturel à infuser et sans bouteille. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Laurence Suprano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Axis, cabinet de conseil pour la transformation durable. Je veux bien que vous présentiez Axis en quelques mots. Merci Thomas de m'accueillir sur ce plateau. Donc Axis est une société de conseil indépendante qui accompagne les transformations plutôt des grandes entreprises pour relever les défis environnementaux, sociétaux et technologiques. Qui existe depuis une quarantaine d'années, vous me disiez ça avant que l'interview démarre. Les enjeux, on va beaucoup parler évidemment d'environnement, pas seulement, mais de sobriété et d'intelligence artificielle. Mais l'impératif environnemental, finalement, depuis quand il prend beaucoup de place dans les conseils et dans ce que vous demandent vos clients? Alors, je dirais depuis une dizaine d'années, et de manière beaucoup plus accrue post-Covid, depuis le début des années 2020, avec une prise de conscience plus importante finalement de l'impact des limites planétaires sur leur modèle économique. Et donc c'est vraiment ce sujet-là qui aujourd'hui est une vraie préoccupation pour les grandes entreprises que nous accompagnons. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière, là, de coup de frein, parce que c'est vrai que voilà, il y a un contexte géopolitique international, américain, européen, qui fait que, puis tout simplement la loi Omnibus au niveau européen, les impératifs de la CSRD qui sont en train de se réduire. Si on est chef d'entreprise, qu'on se dit il faut que je pense mon avenir en fonction des limites planétaires, c'est pas parce que la réglementation change que je change, ou quand même on se dit je suis moins pressé. Alors, certes, je pense que le contexte économique crée des turbulences, finalement oblige les entreprises à se concentrer sur le court terme, c'est une certitude. La baisse de la pression réglementaire avec la loi Omnibus a aussi finalement mis un coup d'arrêt à certains projets réglementaires, justement. Pour autant, la plupart des grandes entreprises, et essentiellement aussi dans le secteur industriel, lorsque les tensions sur les ressources sont importantes, continuent de penser RSE et écologie dans une logique où finalement ils vont rechercher au travers de la RSE de la performance et de concilier la RSE comme un levier aussi de la performance de leur entreprise. Alors, on va beaucoup parler de sobriété. Vous dites la sobriété ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une stratégie. Ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Et en quoi ça peut changer cette approche, la façon d'envisager la transformation d'une entreprise, la sobriété? Tout à fait. Alors, la sobriété, c'est finalement un levier pour anticiper finalement les tensions auxquelles les entreprises sont confrontées sur leurs ressources, sur les consommations électriques, sur la transition énergétique qu'elles sont tenues d'opérer. Donc c'est vraiment un moyen de rechercher de l'efficience et je dirais de faire mieux avec moins. Vous avez créé un néologisme, vous parlez de sobrétique. J'aime bien les néologismes, donc c'est quoi? Alors je comprends bien ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors, il y a le fait de, à la fois, mêler sobriété, frugalité et aussi responsabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on va utiliser une technologie ou un levier pour se transformer, de concilier ces deux sujets, la capacité à rechercher une forme de frugalité tout en étant éthiquement responsable.
C'est notamment le cas avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet aujourd'hui, finalement, d'être conscient des impacts d'une technologie pour mener cette transformation. Alors oui, mais alors si on parle d'intelligence artificielle, il faut quand même peut-être d'abord parler de son bilan carbone, quoi. C'est-à-dire que c'est une industrie énergivore déjà aujourd'hui, et sa vitesse de développement est telle qu'elle le sera. Enfin, j'ai même du mal à imaginer à quel point elle sera énergivore, l'intelligence artificielle. Alors c'est quand même un peu l'éléphant dans la pièce, quoi. Tout à fait. C'est un des éléments dont il faut que les entreprises prennent conscience. À la fois dans l'utilisation et la croissance exponentielle de l'usage de l'IA. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus de 800 millions d'utilisations hebdomadaires, donc ce qui est quand même énorme pour une technologie qui est née il y a moins de 3 ans. C'est aussi des consommations énergétiques très forte. On sait qu'une requête dans ChatGPT, c'est 10 fois la consommation électrique d'une requête faite dans sur Google. Un moteur de recherche classique. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut peut-être nous se poser la question de on devrait être éduqué à l'utilisation de l'intelligence artificielle et générative, c'est-à-dire où est-ce qu'on en a vraiment besoin. Tout à fait. Bon, bref. Tout à fait. Je dis ça, je fais passer le message, tiens. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, pour nous, un levier de progrès important. Donc il faut s'approprier les opportunités, mais aussi être en mesure d'en comprendre les impacts. Oui, effectivement. Donc j'ai commencé par ça, parce que vous pensez aussi que c'est un levier de sobriété. Et alors, je trouve, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous le justifiez, parce qu'on vient de se dire que ça va consommer de plus en plus d'électricité et d'énergie, mais c'est un levier de sobriété. Comment ? Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple de l'entreprise Veolia, par exemple, sur le traitement des eaux usées, qui est une de ses activités majeures. Pour retraiter les eaux usées, il faut pouvoir aérer les eaux usées. L'aération, ce processus d'aération est extrêmement énergivore. Et donc Veolia a mis en œuvre une intelligence artificielle qui permet de lancer ce processus d'aération des eaux au moment précis où les eaux arrivent en grande quantité et où l'énergie est la moins consommatrice. Et de ce fait, ils ont démontré qu'ils pouvaient gagner jusqu'à 10% de consommation de gains et jusqu'à 6% d'émissions de CO2. Donc ça, c'est grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Et l'IA, dans tout ça, consomme, elle, moins de 1% des gains obtenus. Donc l'impact positif net est là, est bien réel. Et donc, c'est à chaque fois cette question de l'usage. Est-ce que l'IA va m'apporter, dans un rapport coût-bénéfice, plus de bénéfices que de coûts? Et quand on parle de bénéfices, je ne parle pas uniquement, bien sûr, de bénéfices économiques. C'est le bénéfice écologique, humain et éthique aussi. Et donc, c'est cette appréciation globale qui permet de dire, finalement, j'arrive à générer plus de sobriété en utilisant cette technologie plutôt qu'une autre. Ça veut dire que avant d'utiliser l'IA de manière massive, il faudrait à chaque fois, au cas par cas, se dire voilà comment on va utiliser et s'assurer qu'elle crée plus de bénéfices qu'elle ne génère de consommation d'énergie, si je comprends bien, ou d'effets négatifs, quoi. Sauf qu'on ne le fait pas pour l'instant. Alors, on le fait, ça dépend finalement des Je caricature volontairement. Des stratégies. Je fais l'anti-IA primaire dans cette interview. Tout à fait. Mais tout est question aussi d'équilibre et de test. Souvent, les entreprises testent et éprouvent le concept, ce qu'on appelle un proof of concept, avant de se lancer, de passer à l'échelle. Et c'est via cette façon de faire que souvent on peut évaluer concrètement les gains et les coûts. Il y a beaucoup d'ailleurs de projets d'IA qui ne passent pas à l'échelle. Comment vous l'expliquez ? Eh bien justement, c'est que finalement la capacité à mesurer les bénéfices que vont apporter les IA et surtout les IA génératives dans l'entreprise sont aujourd'hui encore très méconnues. On est plutôt dans une phase d'expérimentation, d'apprentissage de l'IA que sur une technologie mature. Je voudrais qu'on sorte de l'IA pour parler un peu de la stratégie RSE. À quel point, et là aussi je fais appel à un peu d'expérience, à quel point vous voyez la RSE s'intégrer à la stratégie de vos clients de plus en plus ? Alors, on le voit au travers de leur
politique environnementale dans l'organisation. Ouais. Par le passé, la RSE était un peu à côté. C'était des directions qui avaient en charge beaucoup de réglementaires, de reporting. Aujourd'hui, les entreprises intègrent finalement les processus RSE au cœur de leur processus métier. Typiquement, aujourd'hui, on accompagne une entreprise qui a décidé d'avoir un système de pilotage de sa performance totalement intégré, c'est-à-dire qui mêle le pilotage financier et le pilotage extra-financier. C'est plus quelque chose qui est à côté, c'est finalement une évaluation et un pilotage de la performance qui est fait de manière globale. Ouais. Et des clients qui vous parlent d'économie régénérative, c'est-à-dire qui vont encore un peu plus loin, vous en avez de plus en plus? Alors aujourd'hui, on en a quelques-uns. Ouais. Je dirais que c'est plus un cap et une ambition qu'une réalité généralisée sur le terrain. Les entreprises, on va dire, les plus matures sont plutôt à un stade contributif, c'est-à-dire qu'elles ont mis en place un système de pilotage de la performance globale, des systèmes de minimisation de leurs impacts au strict minimum. Aller vers le régénératif, c'est vouloir prendre soin du vivant. C'est encore une ambition plus importante et plus difficile à atteindre. Dernier mot sur la loi Omnibus, le retour en arrière européen, notamment sur la réglementation CSRD, le bilan extra-financier, qui a quand même un effet domino pour les cabinets de conseil qui sont dans une période où ils souffrent, peut-être les plus gros d'ailleurs. Est-ce que c'est votre cas? Alors, on a quelques clients qui ont levé le pied sur la mise en place de la CSRD. Pour autant, ceux qui avaient engagé leur projet le mènent à terme. L'idée étant de pouvoir capitaliser sur le réglementaire pour justement grandir sur la partie écologique. Merci beaucoup Laurent Suprano et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les aides à la rénovation des bâtiments en question. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle rénovation énergétique des bâtiments avec Isabelle Gasquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des projets efficacité énergétique du réseau Clair. Et Caroline Keller, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chef du service information et communication du médiateur national de l'énergie. Allez, on présente le réseau Clair pour commencer, c'est quoi? Oui, alors le réseau Clair, c'est une association nationale qui rassemble environ 300 structures en France, des collectivités territoriales, des associations et des entreprises qui sont engagées dans une démarche de transition énergétique territoriale juste et ambitieuse. Et parmi nos cœurs de métier, il y a notamment l'élaboration d'expertises et de recommandations de politique publique en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Et alors j'avoue que je ne connaissais pas le médiateur national de l'énergie. Quel est son rôle ? Alors, le médiateur national de l'énergie, c'est une institution publique et on a été mis en place au moment de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz à la concurrence. Donc, ça fait près de 20 ans. Et notre rôle, c'est d'aider les consommateurs quand ils ont des difficultés avec leurs fournisseurs d'énergie. Donc, ça, c'est notre rôle de médiation. Et on a aussi un rôle d'information pour expliquer toutes les démarches et donner toutes les informations possibles concernant les factures d'énergie. On a par exemple un comparateur des offres d'énergie si les gens veulent faire diminuer le prix de leur facture. Donc vous êtes beaucoup sur les questions de pouvoir d'achat, de précarité énergétique aussi, c'est ça? Alors, au départ, ce n'était pas dans notre mission, puisque notre mission, c'est l'information et la médiation, mais il se trouve que les personnes qui font appel à nous sont souvent des personnes en précarité énergétique, et c'est la raison pour laquelle c'est un sujet, effectivement, qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, MaPrimeRénov', tiens, on va commencer par le dispositif finissant. Est-ce qu'on peut dire ça, Isabelle Gasquet? Alors, finissant, je n'espère pas, Thomas. Mais je souhaitais commencer par quelques chiffres, justement, pour mettre en regard de l'actualité. Il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique en France. Plus d'un tiers des ménages qui ont du mal à payer ses factures, à payer leurs factures, et 75% des foyers qui réduisent leur chauffage pour éviter justement de payer des factures exorbitantes. Donc on voit bien qu'il y a une forte pression sur le pouvoir d'achat. Et alors que justement cette précarité énergétique, elle augmente et que la rénovation énergétique
représente la solution durable pour baisser ses consommations d'énergie et avoir un contrôle sur ses factures, le gouvernement est tout simplement en train d'envoyer un signal d'abandon. Oui, de remplacement par les certificats d'économie d'énergie. Alors, un abandon à la politique publique de rénovation et aux Français qui souhaitent s'engager dans leurs travaux parce que le budget de MaPrimeRénov' a été divisé par 2 en 2 ans. Il y a une suspension de MaPrimeRénov' en juillet, donc qui a duré tout l'été et qui a rouvert en septembre, mais avec des modalités très dégradées. Que je pourrais détailler un peu, notamment l'impact sur les ménages les plus précaires. En fait, les taux de subvention, ils sont quasiment divisés par 2 avec ces modalités de réouverture. Ce qui fait que les ménages sont dans une situation où soit ils souhaitent faire des travaux ambitieux de rénovation performante, mais ils vont avoir un reste à charge démesuré. Donc en fait, ils ne vont tout simplement pas le faire. Voilà, exactement. Ou bien des travaux moins ambitieux qui n'amélioreront pas leur situation sur le long terme. Si on regarde un peu, on parlera du certificat d'économie d'énergie un peu plus tard, mais si on prend un bilan de MaPrimeRénov' au premier semestre 2025, c'est plus de 150 000 logements, 156 000 rénovés au cours du premier semestre. Ça représente plus d'1,8 milliard d'euros d'aide accordée et ça permet de générer environ, c'est l'ANA qui nous dit ça, 4,4 milliards d'euros de travaux sur le territoire. Est-ce que vous sentez de votre poste d'observation du médiateur national de l'énergie, effectivement, un tarissement de la demande, des projets mis en œuvre, parce qu'il y a ce message envoyé de MaPrimeRénov', finalement, on réduit les budgets et puis il y a un nouveau système qui va arriver? Alors nous, les consommateurs qui font appel à nous, ils font souvent appel à nous parce qu'ils ont des difficultés à payer leurs factures, et on a beaucoup de locataires, donc où c'est pas eux qui vont financer les travaux, ça doit être leur bailleur qui doivent les financer. Mais ce qu'on observe, c'est un accroissement des personnes qui ont des difficultés à payer leurs factures. Vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y a 35% des personnes qui disent avoir des difficultés à payer leurs factures cette année. C'est un baromètre que nous, on fait chaque année. Et en 2020, ils étaient quasiment 2 fois moins. Donc il y a une vraie difficulté à payer les factures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la précarité énergétique, c'est dû à plusieurs facteurs. Au prix de l'énergie qui a augmenté, parce qu'il y a eu une crise des prix de l'énergie en 2022-2023, au fait que les personnes sont en précarité tout court, et beaucoup, effectivement, à des problèmes d'isolation du logement. Et c'est vraiment là-dessus où il faudrait accentuer les Mais travaux. vous voyez les projets Starry, vous voyez les demandes, par capillarité ou indirectement Clairement, c'est pas notre cœur de métier. Donc les consommateurs ne s'adressent pas à nous pour faire des travaux de rénovation énergétique. Si des consommateurs souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, il y a un espace qui s'appelle France Rénov' et c'est eux qu'il faut contacter. Exactement. Vous avez un programme qui s'appelle Slim, c'est ça, qui cible les ménages en précarité énergétique. Alors c'est quoi les critères d'éligibilité? Comment vous mesurez l'efficacité de ce programme en fait? Alors ce programme, c'est un programme qui a pour objectif de repérer les ménages en situation de précarité énergétique. Parce qu'en fait, la plupart des personnes en précarité de base ne savent pas qu'elles sont en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, elles cumulent un certain nombre de difficultés financières. Elles ont du mal à joindre les 2 bouts et elles sont souvent dans une situation de sobriété subie, comme on disait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles se privent de chauffage pour pouvoir, pour ne pas avoir à payer des factures élevées. Et donc, ce programme, il a pour objectif donc de mettre ça en partenariat avec les collectivités territoriales un peu partout en France. Et il a pour but de mettre tous les acteurs sociaux en lien pour justement aller repérer ces personnes, avoir un premier contact avec elles et faire un diagnostic de leur logement et de leur apporter les premiers outils, les premières clés pour pouvoir faire des petites économies d'énergie, des gestes déjà, des premiers éco-gestes, pour ensuite les mettre en lien avec d'autres acteurs type France Rénov'. Et donc ça, c'est dans un deuxième temps, les espaces conseils France Rénov' qui vont pouvoir accompagner les ménages dans des travaux de rénovation énergétique.
Ouais. Vous avez fait référence à ce baromètre, vous avez publié le 7e baromètre Énergie Info. À qui il est destiné et puis en quoi il peut permettre éventuellement, puisque là on se pose la question des dispositifs gouvernementaux d'une certaine façon, en quoi il peut permettre au gouvernement d'ajuster ses choix, ce baromètre? C'est un baromètre qu'on fait tous les ans, où on pose effectivement des questions très variées sur le domaine de l'énergie. Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent changer de fournisseur, etc. Mais effectivement, ce qui ressort toujours en premier, c'est toutes les questions qui sont liées aux difficultés de paiement. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui font des efforts pour diminuer la consommation d'énergie, ils le font pour faire baisser la facture et non pas pour des raisons environnementales. Donc ça montre bien que ce dont ils ont besoin, c'est d'une aide pour faire ces travaux, parce que comme déjà ils ont des difficultés à payer leurs factures, se lancer dans des travaux, c'est toujours vraiment très coûteux, et donc sans aide, les propriétaires qui ont peu de moyens ne peuvent pas réaliser ces travaux. Quand on parle de précarité énergétique, on pense souvent à cette période de l'année, l'hiver, mais c'est vrai aussi en plein été. Il y a des gens qui souffrent du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Effectivement, et c'est un des enseignements du baromètre cette année, c'est qu'en fait, on a 36% des gens qui nous disent qu'ils ont eu froid dans leur logement l'hiver, mais on en a près de la moitié qui nous ont dit qu'ils ont eu trop chaud. Et en général, c'est les mêmes qui ont et froid l'hiver et chaud l'été. C'est juste que leur logement est mal isolé et qu'effectivement, il faudrait faire des travaux. Quand on parle d'ailleurs de rénovation, il y a toujours le débat sur rénovation globale ou monogeste. Vous le tranchez, ce débat, ou alors finalement c'est juste un débat pour arrêter d'avancer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est un débat très important. Au Réseau Clair, on milite et on promeut la rénovation performante des logements depuis le départ. Parce qu'en fait, les rénovations performantes, ce sont les rénovations qui vont permettre d'avoir une vision d'ensemble du logement et des besoins. Globales. Oui, alors globales, mais elles peuvent se faire en une fois ou en plusieurs 2 ou 3 étapes maximum, mais de manière bien coordonnée. En fait, en tout cas, c'est une rénovation qui va traiter différents postes de travaux pour améliorer la situation du logement au global. Et voilà, qui va vraiment faire attention aux articulations entre les travaux pour qu'ils soient bien articulés et qu'on atteigne vraiment la performance énergétique et le confort pour les ménages, puisque l'objectif, c'est quand même d'améliorer la situation, et parce qu'en fait, c'est vraiment une question de décence des logements, que ce soit en hiver ou en été. Le médiateur d'énergie, qui, je crois, vient de quitter son poste il y a quelques jours, il dit « Un bien de première nécessité ne devrait pas être taxé à plus de 30%. Bon, on est en plein débat budgétaire. Est-ce que vous voyez le chemin d'une amélioration? Pas vraiment? On verra ce qui est décidé en loi de finances, mais effectivement, l'électricité, c'est un bien de première nécessité. C'est un enjeu politique, hein. On voit vraiment des partis politiques s'en saisir. Voilà, et on voit effectivement, il y a une des taxes qui s'appelle l'accise, qui fait parfois un peu le yo-yo. Donc, on va voir en 2026 si elle est à la baisse ou pas. Mais voilà, l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Les personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures, parfois sont coupées entièrement d'électricité, et ça, c'était également un combat du médiateur. Pour lui, on pourrait réduire la puissance pour avoir un minimum d'électricité, mais pas couper entièrement, parce que quand on n'a pas d'électricité, on ne peut pas recharger son téléphone portable pour essayer d'appeler les services sociaux pour se faire aider. Donc voilà, effectivement c'est une idée à creuser. Un mot de ces certificats d'économie d'énergie, quand même. C'est quoi? C'est le nouveau dispositif que le gouvernement veut mettre en place à partir du début de l'année prochaine? Alors, ce n'est pas nouveau. Les certificats d'économie d'énergie, ils existent depuis très longtemps, mais ils vont... C'est la deuxième source principale d'aide de financement de la rénovation énergétique. En fait, le phénomène qui se passe et qu'on voit sur d'autres secteurs aussi, c'est une tendance à la débudgétisation de politiques publiques, de transition notamment. Et donc là, il y a une tendance à réduire le budget de MaPrimeRénov', pour le basculer sur la certificat d'économie d'énergie. Le problème, c'est que déjà jusqu'ici, les certificats d'économie d'énergie, ils étaient très orientés vers les monogestes. Or, ils sont moins efficaces. Alors, ça s'améliore. Il y a eu des décisions cette année qui ont fait que le dispositif est davantage orienté vers l'innovation performante. C'est bien. Mais le besoin, c'est vraiment de cumuler les dispositifs
pour permettre à tous les ménages d'accéder à des travaux. Et si on fait juste une bascule de l'un vers l'autre, on voit bien qu'on n'atteindra pas les objectifs. Ouais. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact tout de suite. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Alexandre Rambaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence, co-directeur de la chaire comptabilité écologique chez AgroParisTech. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez la chaire de la comptabilité écologique. De quoi on parle ? Alors, c'est une chaire de recherche et d'enseignement qui est portée donc, par la fondation AgroParisTech. Elle a été créée en 2019 par un ensemble d'acteurs, de partenaires à la fois académiques, donc AgroParisTech, Dauphine, l'Institut Bachelier, l'Université de Reims, et des acteurs professionnels institutionnels, dont à l'époque LVMH, le ministère de l'écologie, le Conseil de l'Ordre des experts comptables, donc un ensemble d'acteurs, je ne vais pas citer tous les partenaires, mais l'enjeu, c'était de monter en puissance sur la question de la comptabilité écologique, justement, pour nouer à la fois la recherche et le déploiement sur le terrain, avec deux visions. L'articulation entre la comptabilité des entreprises, la comptabilité nationale et la comptabilité au niveau des territoires, des écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Et un deuxième élément, dont on parlera sûrement, c'est une vision de l'intégration de la soutenabilité dite forte dans la comptabilité. Donc une vision vraiment particulière de la comptabilité. Donc c'était ça l'enjeu premier. Ouais. Est-ce qu'on créerait une chaire comme ça aujourd'hui ? C'est... Dans le contexte... Je dirais que géopolitique, oui, voilà, tout à fait. Le retour de bâton qu'on est en train de vivre. Oui, effectivement, on est dans une période qui est un peu particulière, on va dire ça comme ça, parce que depuis l'année dernière, pour des raisons à la fois de changement du Parlement européen, mais aussi évidemment géopolitique, les conditions de la mise en place de la durabilité, en tout cas au niveau européen, sont plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une appétence pour ces sujets. Et ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, les entreprises elles-mêmes sont plutôt demandeuses de continuer quelque chose sur la durabilité et dans le cadre de la comptabilité durable. C'est plutôt des problématiques d'ordre à la fois politique et de posture et de certains acteurs minoritaires, mais qui sont très bruyants, qui portent, on va dire, une vision un peu rétrograde de l'avenir de l'économie. Mais juste là-dessus, pour repositionner aussi ça sur un enjeu géopolitique, c'est que si on regarde un pays comme la Chine est de plus en plus en avance sur les questions d'investissement vert. Et sur la question de la comptabilité durable, par exemple, l'année dernière, la Chine, comme d'ailleurs la plupart des pays dans le monde, ont adopté des normes de comptabilité durable et alignées sur une vision qui est en fait celle à la base de l'Union européenne qu'on appelle la double matérialité. Et qui est donc un des éléments centraux du débat actuel sur la comptabilité durable. Donc double matérialité, on rappelle peut-être en quelques mots de quoi on parle, hein. C'est un peu de pédagogie. Dans le contexte de la comptabilité durable, un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on va donc représenter la durabilité. Et notamment, on va avoir... Donc matérialité, ça veut dire ce qui est pertinent. Donc matérialité financière, c'est considérer que les informations socio-environnementales pertinentes, c'est ce qui reflète des enjeux de performance financière, donc c'est l'impact sur l'entreprise et la performance financière. La matérialité à impact, c'est dire on va intégrer dans la comptabilité ce qui permet de montrer les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Donc vraiment l'impact sur l'environnement social et d'ailleurs social et naturel. Et la double matérialité, c'est quand on prend tout en compte. Et donc vous nous dites que la Chine est en train d'intégrer cette double matérialité dans son modèle économique. Tout à fait. Donc il y a eu déjà le signal des principales bourses chinoises l'année dernière en début d'année. Et ensuite, c'est passé au niveau gouvernemental, donc où il y a eu une adoption de normes comptables de durabilité basées sur la double matérialité. Et comme la Chine n'est pas soumise à la versatilité de ses électeurs, non mais on peut dire ça comme ça. Oui. Ça veut dire que c'est un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. C'est un vrai mouvement de fond. C'est-à-dire que la Chine fait ça. Alors il y a plusieurs éléments. Par exemple, on parle d'un processus au niveau de la Chine qui s'appelle la civilisation écologique. Oui. Mais tout ça, sans rentrer dans les détails, procède aussi d'une stratégie internationale
qui est très clair, c'est-à-dire que le positionnement sur l'avenir de l'économie en Chine intègre le fait que la durabilité sera stratégique. Ouais. Et donc, là où l'Union européenne était quand même en position de leadership sur ces questions, il n'est pas impossible que la Chine arrive à dépasser l'Union européenne, et avec cette intégration que l'économie de demain sera durable, qu'on le veuille ou pas, et devra intégrer ça, et non pas sous un aspect de greenwashing, mais véritablement d'engagement dans, et justement par exemple la double matérialité. Oui, et on va évidemment continuer à en parler, et de parler de ce qui se passe en ce moment au niveau européen, avec le coup de frein sur la CSRD, notamment le bilan extra-financier. Mais si on s'intéresse aux entreprises, si on regarde, c'est Forvis Mazars qui nous dit ça, c'est une étude d'octobre 2025, sur la comptabilité écologique, 9 entreprises sur 10 dans le CAC 40 ou l'Eurostoxx mentionnent désormais un risque ou un engagement climatique dans leurs états financiers. Oui. Ça veut dire que quasiment toutes les entreprises ont intégré le fait qu'il y ait des limites planétaires, ou qu'elles peuvent être impactées par ces limites planétaires dans leur modèle économique, donc dans leur survie économique. Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça ? Oui, alors ce qui se passe, c'est que de toute façon, il y a une amélioration de la vision de la durabilité directement dans ce qui compte au niveau de l'entreprise. Par exemple, de plus en plus de directions financières commencent à intégrer ces enjeux-là, et donc de se dire, effectivement, il doit y avoir une répercussion sur la comptabilité. On en est à un stade où on est beaucoup plus dans une vision de matérialité financière, justement, c'est-à-dire de dire quel est l'impact, par exemple, du changement climatique sur la performance financière, et dans une lecture qui reste aussi très actionnariale, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la finesse de l'analyse les conséquences sur le contrôle de gestion, sur vraiment la réalité de la gestion de l'entreprise. L'étape après, c'est justement d'intégrer la double matérialité. Vous parlez de limites planétaires, on n'y est pas encore, ça on en parle, et c'est bien le cadre de la double matérialité de faire comprendre justement cette question d'impact et de prise en compte de la réalité scientifique, parce que c'est ça, de la réalité scientifique des impacts. Et donc c'est le but de l'initiative CSRD. De faire ça, et l'autre élément, c'est vraiment d'intégrer ça dans le pilotage des organisations. J'aime beaucoup l'expression pour qualifier les normes comptables européennes, donc dans le CSRD, de dire c'est des normes de management, parce que c'est vraiment ça la comptabilité. C'est comment on cadre la gestion d'une entreprise. C'est pas simplement du reporting. Et ça, je pense que c'est un point qui commence à advenir, mais on est en train de redécouvrir ce qu'est vraiment la comptabilité. Et pas simplement des listings d'informations dont on fait ce que l'on veut, mais bon, c'est pas donc trop après. Un outil de management, de pilotage de l'entreprise, c'est ça. C'est ce que vous nous dites, quoi. Oui. Ouais. Alors, sauf qu'on est, voilà, la loi Omnibus, on est clairement dans un coup de frein. Alors certes, la CSRD était trop compliquée, il y avait certainement trop de pages, trop de reporting attendu. Bon, d'accord. Mais le coup de frein, quel impact il va avoir ? Quel impact négatif ? C'est-à-dire que dans le seuil de salariés qui a été choisi, ça sort de l'équation des 90% ou 80% des entreprises. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe, qui était pionnière, invente son propre retard. Comment vous l'analysez, ce qui est en train de se passer ? J'aime beaucoup cette expression d'inventer son propre retard, parce que je pense qu'effectivement, il y a de ça. Alors, bon, il a encore un peu tôt pour analyser les conséquences, évidemment. Tout ça est en cours, et les débats sont même pas encore complètement finis. Oui, c'est pas totalement tranché. Voilà. Ouais. Mais je dirais que il y a une analyse négative et une analyse, on va essayer d'être un peu positif. On adore faire ça dans cette émission. Exactement. Ouais. Donc, l'analyse positive, c'est effectivement, il y a un recul majeur. Parce qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a la question de l'applicabilité de CSRD, où là, tout le monde était d'accord que la copie qui a été rendue était à discuter et à faire évoluer. Il y avait même la réflexion de, au bout de 3 ans, de faire un bilan et puis de voir où on en est, et de faire en sorte que, on mette en place les choses progressivement. Il y a eu des difficultés de compréhension justement de cette phase. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les focalisations qu'on a eues sur le nombre de points de données ou des choses comme ça montrent qu'on est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la comptabilité, c'est un cadre conceptuel pour mettre en place une stratégie de management. Et donc on s'est focalisé sur un nombre de points de données. Voilà.
Mais tout ça, je dirais, ça, c'était pas le cœur, le vrai cœur de la problématique. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est d'essayer d'atteindre le cœur même de ce qu'est le message de CSRD. Il y a quand même eu des acteurs et haut placés qui demandaient à revenir sur la double matérialité. Ça, c'est grave. Donc, ce qui se passe, et c'est ça qu'il va falloir voir, c'est est-ce que son renoncement va jusque dans le socle, les fondamentaux de la position de l'Union européenne. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça met en lumière que, comme je le disais, une minorité d'acteurs très bruyante arrive à faire un lobbying tel qu'il y a des changements qui sont contre, d'ailleurs, la majorité silencieuse des entreprises. Tous les sondages montrent que les entreprises n'étaient pas majoritairement favorables à une remise en question à ce point de CSRD. Donc ça pose un problème même presque démocratique. Il y a eu des lobbies très efficaces. Très efficaces. D'accord. Quand on voit qu'il y a même certaines grandes entreprises qui plaidaient pour CSRD, on comprend que le débat n'est pas un débat de rationalité économique. C'est pas ça qui était au fond. C'était vraiment un débat de positionnement politique sur une compréhension de ce qu'est l'avenir de l'économie et de certains intérêts privés qui ont prévalu sur l'intérêt public. Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, et alors là, si on rajoute les États-Unis dans l'équation, c'est aussi le résultat de processus démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote aux États-Unis qui a amené Donald Trump au pouvoir, qui dit à l'ONU le changement climatique, c'est l'arnaque du siècle. Il y a eu un vote aux élections européennes qui a plutôt donné la main à des listes qui voulaient ce retour en arrière. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a manqué dans l'explication ou l'acceptabilité de, je reste sur votre thématique, de cette comptabilité extra-financière, en quelque sorte, ou comptabilité durable. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi ? Oui, alors complètement. Alors, déjà sur les États-Unis c'est un pays parmi d'autres. Et comme je le dis, il y a beaucoup d'autres pays qui comptent. Et notamment, je vais donner un autre exemple, par exemple le Botswana. Le Botswana est passé à la double matérialité. C'est la place financière la plus stable, une des places financières les plus stables d'Afrique. Donc très regardée. Et ce que je veux dire, c'est qu'on s'est énormément focalisé sur les États-Unis. Encore une fois, il y a une géopolitique ailleurs. Et ça aurait peut-être été plus intéressant aussi de regarder ce qui se passait, par exemple, en Chine. Oui, mais enfin bon, par exemple, l'Alliance internationale des banques, les banques américaines, elles se sont retirées de l'objectif de décarbonation que cette alliance. Enfin voilà, c'est aussi concret que ça. Mais les États-Unis, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Hein, non, mais complètement. Mais les États-Unis ont toujours entretenu, même avant Trump, un rapport très compliqué avec les COP. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qui avançaient. Donc ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de ne pas prendre en compte la position des États-Unis. La question, c'est de savoir quel poids on met dans cette posture par rapport à ce qui se passe aussi ailleurs. Ça, c'est une première question. Et la deuxième chose, au niveau vraiment européen en tant que tel, je suis tout à fait d'accord sur les élections de l'année dernière, mais les changements qui ont eu lieu au niveau du Parlement européen auraient pu ne pas complètement conduire à ça s'il n'y avait pas eu un lobbying derrière, comme je dis, qui a fait qu'on a quand même eu un vote historique où la droite s'est alliée avec l'extrême droite, ce qui est justement un message très problématique, même sur la tradition historique de la droite. Donc tout ça relève de jeux d'acteurs particuliers dans lequel je suis entièrement d'accord sur... Peut-être que les messages, comme je le disais, se vocaliser sur les points de données et non pas sur la réalité de la stratégie qui est derrière a été une erreur massive. Mais quand on regarde précisément la demande des entreprises, n'était pas une telle remise en question. C'est ça que je veux dire. Sur l'analyse vraiment en fait des demandes, et même ça met des entreprises dans des situations problématiques parce qu'elles sont investies. Elles ont investi dans CSRD. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que ça va recréer une situation confuse sur la façon de comprendre la durabilité. Entre les entreprises qui vont dire, même si je ne suis pas soumise à CSRD, je continue là-dessus. Les autres qui vont dire, oui, mais je ne sais pas comment faire. En plus, avec VSMI, donc sur les normes volontaires pour les PME. Donc des informations qui vont être beaucoup moins normalisé, ça va repartir sur la jungle des labellisations. C'est sûr, alors là, je suis prêt à le parier qu'on va avoir des labels CSRD, je suis conforme à CSRD, je ne suis pas conforme à CSRD. Donc on repart en fait dans une instabilité et une confusion. Parce que de toute façon, même si, alors encore une fois, c'est pas dans le marbre, il y a des discussions en cours, mais si le seuil qui est défini aujourd'hui, enfin, sort 80% des entreprises de la CSRD, du bilan extra-financier, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des grandes entreprises, des multinationales, des grands comptes qui
elles vont rentrer dans le gaz et qui vont faire quoi ? Elles vont se tourner vers leurs sous-traitants. Et donc, de toute façon, la mécanique, elle va quand même se diffuser, mais d'une façon moins encadrée, plus sauvage peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Ah oui, complètement. D'ailleurs, là, il y a parmi les débats, il y a le fait de faire en sorte que les sous-traitants n'aient pas à donner les informations, ce qui est complètement incroyable. Enfin, c'est totalement intenable, des positions comme ça. Oui, donc autant mettre fin au système. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'on crée une situation qui est inopérante et qui crée un flou monumental pour tout le monde. On ne sait pas comment les entreprises vont s'en sortir avec ça. Donc on partait d'une situation qui certes était complexe, qui demandait en fait une adaptation, mais qui permettait d'avoir un cadre, à une situation qui est faite un peu à la dernière minute et dont on ne sait pas comment les entreprises vont s'en sortir en fait. Et donc, c'est-à-dire même, et je reprends ce terme en termes de rationalité économique, c'est complètement incroyable. Ce n'est pas rationnel économiquement ce qui a été fait. Alors, dans cette émission, on a une tradition, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à un invité de la semaine suivante. La semaine dernière, j'avais Geneviève Ferron, profil qui était à votre place, et voici sa question. Bonjour Alexandre, une question pour vous. À votre avis, à quel horizon de temps nous aurons une comptabilité multicapitaux ou une comptabilité qui intégrera les communs environnementaux ? Et quand je pose cette question, je me dis... Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un standard universel compte tenu de la dégradation accélérée, notamment des communs environnementaux ? C'est ambitieux, parce que quand on parle de communs environnementaux, j'aime l'expression, elle porte tout son sens. Et c'est vrai que si on était... logique, vu le constat scientifique fait depuis des décennies, on devrait avoir intégré ces communs environnementaux à notre comptabilité, d'une certaine façon. Quand elle dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait un standard universel qui en tienne compte ? Est-ce qu'on peut y croire à ça ? Ou est-ce que finalement, vu le contexte actuel, ça on a encore pris 10 ou 20 ans dans la vue, quoi ? Alors je dirais, oui, ça c'est un objectif qui peut être atteignable, qui est discuté. Encore une fois, je pense qu'il faut pas. Il faut prendre en compte ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus lui donner un poids trop important par rapport à une dramatiser, quoi. Voilà. Mais il faut être extrêmement vigilant et je pense se fédérer pour faire en sorte que justement le vrai message continue à pousser. Il y a un contre-lobby Totalement. Qui est à l'œuvre aussi, totalement, mais qui pour l'instant est moins efficace. Voilà. Mais qui est là et qui va se positionner. Et je dirais sur la question de la prise en compte des communs environnementaux, des communs écologiques, oui, en fait, c'est par exemple ce sur quoi travaille activement la chaire, avec la création du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui fédère autour de ces travaux. Et c'est justement tout l'enjeu de la citoyenneté forte. La citoyenneté forte, c'est dire, on va considérer la question de la durabilité d'un point de vue scientifique déjà, en prenant en compte la préservation des écosystèmes et des êtres humains sur des bases donc scientifiques en termes de respect d'état de référence de la nature, ce qu'on appelle les bons états écologiques, l'état de santé des écosystèmes et l'état de décence des êtres humains en termes physiques, psychologiques, santé au travail, etc., etc. Donc ça, en fait, d'avoir ces éléments-là qui soient intégrés dans la comptabilité et qu'on puisse vraiment chiffrer les dépenses nécessaires pour atteindre ça et les besoins de financement. D'ailleurs, c'est la logique de ces CSRD au passage. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le programme qui fédère ça, qui systématise ça, qui s'appelle le programme CARE, Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, est de plus en plus en fait mise en œuvre. On a actuellement à peu près 60 entreprises en France qui travaillent avec CARE. Donc c'est peu, mais c'est pas rien compte tenu de ce système. Et puis surtout, c'est repris institutionnellement. Là, dernièrement, il y a eu un rapport sénatorial à la délégation à la prospective qui demandait le soutien en fait de ces travaux. Ça, c'est au niveau français et on l'a de plus en plus au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se crée, qui permet d'intégrer ces dimensions, ces enjeux, qui est de plus en plus compris international et qui s'inscrit dans le mouvement de la double matérialité, qui en fait permet de le systématiser et jusqu'à le piloter. Donc ça, c'est le point très positif, parce que maintenant, on a en fait les façons de le faire. D'accord. Ça se déploie.
Maintenant, ce qui est plus questionnable, c'est le soutien à ça. C'est précisément, par exemple, ce que le rapport sénatorial disait, c'est qu'il y a un moment donné, pour que tout ça opère, il faut que les acteurs privés et publics soutiennent véritablement le développement et ne soient pas frileux dans des... le dernier prix Nobel parlait d'innovation, mais il ne faut pas oublier l'innovation sociale. Et le soutien à l'innovation sociale et pas simplement l'innovation technique. Oui. Ce serait de l'argent public bien utilisé. Voilà, exactement. En termes de rentabilité d'un euro d'argent public, on y est. Ce programme, ce modèle CARE, je veux bien qu'on s'y concentre pendant quelques minutes, peut-être avec un exemple d'entreprise. Je ne sais pas si vous en avez en tête, mais qu'est-ce que ça change dans la stratégie et finalement cette notion de comptabilité durable ou de comptabilité extra-financière? Oui, tout à fait. Alors, des exemples, oui, il y en a un certain nombre et je peux donner quelques cas d'application parce que, comme je le disais, la comptabilité, c'est pas du simple reporting. Oui. La comptabilité, derrière, il y a du management de la stratégie. C'est du management de la stratégie, une vision, une représentation de l'entreprise et comment on la gère. Oui. Donc c'est une sorte de modélisation de l'entreprise. Et donc dans ce cadre, ça va de la gestion très fine, contrôle de gestion, etc., jusqu'à la direction financière et après l'évaluation de l'entreprise. Donc c'est vraiment... Pour donner un exemple, par exemple, une entreprise, alors je ne me permettrai de pas donner de nom, mais une entreprise qui a mis en œuvre CARE parce qu'elle opère dans la foresterie et elle mettait en place des activités qui sont pour la préservation des sols, par exemple. Mais tout ça, en fait, est coûteux et dans la comptabilité actuelle, ça passe comme des charges standards et donc on ne peut on peut pas raconter autre chose. Il ne faut jamais oublier que comptabilité et raconter ont la même origine. On ne raconte pas quelque chose qui est en lien avec ce qu'on fait vraiment. CARE a permis de reventiler ces dépenses, de les rationaliser, de les mettre en face d'objectifs scientifiques et de faire comprendre autre chose. Les comptes CARE ont été, parce que c'était la demande de l'entreprise, ont été envoyés à la Banque de France et ont été acceptés par la Banque de France et apparemment compris parce que la Banque de France a émis une notation extra-financière sur cette entreprise qui a été positive et qui a fait que des banques ont revalorisé cette entreprise sur cette base-là. Donc ça, c'est un exemple. On a un autre exemple sur des aspects, par exemple, toujours écologiques, d'une entreprise qui voulait des plans stratégiques à 3 ans sur les questions climatiques. Comment est-ce qu'on définit donc de façon très concrète des plans d'action avec des typologies d'action, les budgets associés sur 3 ans, de façon à avoir des scénarios, des trajectoires et qu'on puisse en discuter avec les actionnaires et avec les managers en interne. Donc ça, c'est ce que CARE a permis de faire. D'accord. Et un tout dernier exemple, c'est le là, on était dans quel secteur d'activité, par exemple ? Secteur industriel, c'est du pompage hydraulique. D'accord, ok. Donc c'est aussi des entreprises qui ne sont pas forcément dans des secteurs, par exemple, forestiers ou agricoles. Il y a beaucoup de travail dans l'agriculture, mais... Et puis, un dernier exemple sur le social, par exemple, une entreprise qui opère... en délégation de services publics et qui justement a utilisé CARE notamment sur les questions de plan d'action de formation et de santé au travail pour là encore avoir une stratégie qui permette à la fois aux contrôleurs de gestion d'intégrer des dimensions de santé au travail, ce qui est pas évident, et d'avoir des scénarios de gestion en termes de plan de formation rationalisés qui soient d'ailleurs compréhensibles par la direction financière aussi. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que il faut intégrer un budget de la nature ou du capital naturel d'une entreprise dans sa comptabilité? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le raisonnement derrière CARE, c'est de dire la base de la comptabilité et de la gestion, c'est vous avez une banque ou un actionnaire qui vous apporte de l'argent. Cet argent, il sert à faire fonctionner l'entreprise et l'argent, il faudra le rembourser. Donc la comptabilité, elle suit ce qu'on fait avec l'argent et elle permet de voir dans quelle mesure on peut rembourser, sur quel terme, etc., etc. Et donc c'est d'étendre ça à la nature, aux êtres humains. Considérer que c'est pas un sol, le climat, c'est pas simplement une ressource. D'ailleurs, je vais reprendre ce que dit CSRD, c'est une partie prenante silencieuse. Donc, c'est quelque chose qui est une préoccupation. Et donc, considérer que c'est comme si on empruntait un écosystème et qu'il va falloir le rendre sur la base d'une préservation scientifique. Et donc, la comptabilité doit suivre ce qu'on fait avec qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, mais aussi quelles sont les dépenses qui vont être nécessaires pour la préservation. Et même chose pour un être humain. C'est une forme de révolution.
Révolution comptable, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, on a écrit un livre qui s'appelle Révolution comptable d'ailleurs. Que vous prenez, est-ce qu'il y a encore besoin d'évangéliser d'une certaine façon? Est-ce que c'est compliqué quoi, de faire comprendre ce que vous venez d'expliquer ou de le faire accepter? Parce que si on rentre dans le dur, on a reçu par exemple dans cette émission beaucoup d'entreprises qui participent à la Convention des entreprises pour le climat, oui, et ça va parfois jusqu'à un changement de modèle économique. Complètement. Donc c'est une révolution compliquée aussi. Oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est pour exaltante, ça que je parlais de soutien. Exaltante, on peut être très positif, mais compliqué, quoi. C'est pour ça que je parlais d'innovation sociale et de soutien à l'innovation sociale, c'est-à-dire que ce qui se passe, alors justement sur la Convention des entreprises pour le climat, et on intervient régulièrement dedans, justement, le CERCES, la chaire, c'est que on est sur des changements d'imaginaire, des changements de pratiques, et ça c'est vraiment très engageant. Ce qui se passe, c'est que dans tous ces dispositifs, il y a besoin justement de pouvoir changer ce qu'on raconte précisément en termes de gestion. Notre analyse, c'est que tant qu'on n'a pas un changement comptable, ça va être difficile de faire advenir d'autres imaginaires. Mais même chose sur la gouvernance. On peut augmenter les gouvernances en mettant en place des administrateurs salariés donc plus importants, la nature aussi. Mais tant qu'on n'a pas ce changement comptable, on ne raconte pas quelque chose de différent. Et donc, ça se comprend. Et les règles de fonctionnement de CARE sont vues comme étant cohérentes avec des enjeux véritablement scientifiquement compris de l'écologie. Donc je dirais on a les ingrédients, mais il faut un soutien. Merci beaucoup Alexandre Rambaud, c'était passionnant et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Charlotte Figaret, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Naissance que vous avez créée en juin 2023. Avec qui, tiens déjà, et puis avec quelle idée? Avec Chef Damien, qui est chef et restaurateur dans son restaurant 750 grammes La Table à Paris, porte de Versailles. Et en fait, Naissance est née d'une idée assez simple qui est de se dire c'est bien de faire attention à ce que l'on met dans nos assiettes, les protéines végétales, animales, d'où elles viennent, comment elles sont produites. Mais finalement, si c'est pour l'accompagner d'un soda rouge et blanc, pour ne pas les citer, finalement c'est un peu dommage parce que autant en termes d'équilibre nutritionnel que d'impact carbone, en fait, ça n'a pas de sens. Et alors donc vous avez créé Naissance et on en voit la démonstration là à côté de vous sur notre plateau. Alors qu'est-ce que vous avez apporté? Expliquez-nous. Oui, alors en fait c'est très simple. Quand on veut boire une bonne boisson sans alcool, un soft, finalement qu'est-ce que l'on boit? Voilà. Et bien en fait nous avons décidé de repartir de la base, donc le meilleur de la nature. Vous voyez dans ce sachet c'est un spritz sans alcool, et on est allé chercher de la gentiane sauvage d'Auvergne, de l'écorce d'orange amère, du poivre de Séchouan de Castries, donc le meilleur de la nature, brut, non transformé, et c'est cette préparation que l'on fait infuser à chaud, qui pour donner un concentré aromatique, un concentré de boisson qui est à la fois très frais, très puissant et un peu sucré, et on va l'allonger d'eau fraîche, pétillante, sur place, que ce soit à domicile ou dans son restaurant, pour réaliser sa boisson. Donc ça veut dire que déjà, alors bon, il y a le choix des matières premières, on a bien compris, et puis il y a la logique d'une boisson sans bouteille, quoi. Il y a aussi ça dans ce que vous avez voulu créer. Exactement. En fait, c'est notre combat. En fait, c'est de proposer une nouvelle manière de consommer, qui soit sans bouteille et sans chimie. Vraiment, de se dire, en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin de consommer des boissons en bouteille. Quand on achète un soft, c'est 90% d'eau. Donc on achète de l'eau, puis souvent très majoritairement des arômes, donc de la chimie, tout ça dans une bouteille qu'il a fallu produire, transporter et recycler en fin de vie. Donc un soft, 63% de l'empreinte carbone d'un soft, c'est sa bouteille et son transport. Vous enlevez l'eau, vous enlevez la bouteille, vous enlevez du coup l'empreinte carbone. Donc quand on fait le bilan carbone de Naissance, ça donne quoi par rapport justement à un soda, une canette qu'on peut consommer? Alors depuis notre création, nous avons évité la production de 2 millions de bouteilles. Donc c'est beaucoup et en même temps c'est un premier jalon. Et nos boissons qui sont présentées dans des sachets, donc avec ces matières, voilà, c'est très brut, ont une empreinte carbone 7 fois plus faible que leurs équivalents.
Ok. Parce qu'il n'y a pas eu ce process de fabrication, cette chimie, il n'y a pas eu cette bouteille, il n'y a pas eu ce transport. Quand en fait, dans un sachet, on travaille beaucoup avec des restaurateurs, on a des sachets de 3 kilos. Oui. Ces 3 kilos, c'est l'équivalent de 5 caisses de bouteilles. Et 5 caisses de bouteilles, c'est 100 kilos. Donc c'est beaucoup moins... Il y a un autre enjeu sur les sodas, un enjeu de santé publique, c'est le sucre. C'est la quantité de sucre qu'on peut trouver dans un soda. Alors là aussi, parce que vous êtes confronté aussi au goût de vos consommateurs, on est habitué à boire des sodas sucrés, quoi. Et donc, comment vous avez traduit ça dans vos recettes, en quelque sorte? En fait, ça reste effectivement un moment plaisir, et une boisson plaisir que l'on va prendre avec ou sans alcool à tout moment de la journée. Mais la notion de plaisir, elle est très forte et elle est souvent véhiculée par le sucre. Aujourd'hui, le marché des sodas est à entre 8 et 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Nous, on est à entre 4 et 5. Donc on est à peu près 2 fois moins sucré que les référents du marché. Mais vous avez gardé Mais on a gardé du sucre. Une présence de sucre quand même, quoi. On a gardé du sucre parce qu'effectivement, notre sujet, c'est pas de devenir des esthètes complètement, mais de se dire comment en fait on se fait plaisir en buvant des bonnes choses qui ne polluent pas la planète. Et en réduisant drastiquement son impact. Vous êtes distribué comment ? Comment on trouve Naissance, en fait? C'est simplement dans les établissements comme le restaurant de Chef Damien, ou alors c'est plus large que ça, j'imagine? Alors effectivement, oui, il y a deux canaux. Il y a consommer Naissance dans un restaurant, dans un bar, dans une guinguette. Donc c'est 80% de notre business, le CHR. Donc à la carte, naturellement. Et puis donc chez soi, à domicile. Et là, vous allez pouvoir nous retrouver sur notre site internet, naissance.fr, dans des caves spécialisées, des caves sans alcool notamment, un peu partout en France, dans le réseau Nature et Découverte et dans certains Biocoop, chez qui nous sommes en test actuellement. Parfait, merci beaucoup Charlotte Figaret et bon vent à Naissance. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.